La route du Tour endeuillée par la mort dans les Landes d'un jeune spectateur, un garçon de 7 ans renversé par un des véhicules de la caravane publicitaire au moment où il traversait la route. D'ici 2005, on pourra trouver chez un même concessionnaire des véhicules de marque concurrente. La Commission européenne libéralise à tout va le commerce automobile. À New York, on s'emploie déjà à reconstruire l'avenir. Présentation des 6 projets architecturaux pour le site du World Trade Center, des immeubles moins hauts que les tours jumelles détruites en septembre. Quand on est dans le coup aujourd'hui, on s'envoie des textos d'un portable à l'autre. L'an dernier, les Français se sont échangés plus de 3 milliards de ces petits textes qui s'affichent sur l'écran des mobiles et le marché ne cesse de croître. Qui, pour succéder à Roger Le Maire à la tête de l'équipe de France, on a procédé aujourd'hui à l'audition des 4 candidats au poste de sélectionneur, sélection vendredi. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Un enfant a donc trouvé la mort cet après-midi sur la route du Tour de France. C'est une voiture de la caravane publicitaire qui précède la course qui a renversé le petit garçon âgé de 7 ans au moment où il traversait la chaussée. En 2000, un garçon de 12 ans avait déjà trouvé la mort dans des circonstances similaires. Nathanaël de Rinxin et Nadine Picard. Le chauffeur du véhicule publicitaire n'a rien pu faire pour éviter l'accident. Au kilomètre 15 de la 10e étape du Tour, un petit garçon de 7 ans s'est fait renverser par une voiture de la caravane. Il a traversé une dizaine de fois, le gendarme lui a dit de ne pas traverser, il a continué, les grands-parents étaient là. Et malheureusement, il a tapé la voiture à Ribot, quoi. L'accident s'est déroulé sous les yeux de 3 pompiers qui sont tout de suite intervenus. Un hélicoptère médical est arrivé. Pendant près d'1 heure, les secours ont tenté de réanimer l'enfant. En vain, le choc a été fatal. La voiture à Ribot roulait tout normalement, disons qu'elle devrait être à 50, voilà. Le jeune était catastrophé, mais il n'a rien pu faire, quoi. Le gosse s'est jeté devant, carrément. Lorsque les coureurs passent sur les lieux de l'accident, ils se rendent bien compte que quelque chose de grave est arrivé. Et si certains, d'un regard furtif, cherchent à comprendre ce qui se passe, aucun d'entre eux ne saura avant la fin de l'étape qu'un petit garçon de 7 ans est mort sur la route du Tour. Puisque le Tour est censé apporter la fête, apporter la joie, lorsqu'il colporte avec lui l'accident, le malheur, il a d'une certaine manière un petit peu failli à sa mission, et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Ce soir à Pau, les véhicules à Ribot ont bien franchi la ligne d'arrivée. Mais contrairement à d'habitude, ils ne se sont pas attardés sur le parking qui leur est réservé. Quant au responsable de la firme au sein du Tour de France, il a refusé de s'exprimer. Demain matin, la direction du Tour renouvellera ses consignes de sécurité auprès de la caravane. Le peloton arrive dans les Pyrénées et traditionnellement, ce sont les étapes de montagne qui attirent le plus de monde. Je le disais, c'est le 2e accident mortel en l'espace de 2 ans et cette fois-ci encore, ce n'est pas la course à proprement parler qui est en cause, mais la caravane publicitaire. Zindine Boudaoud, Julien Richon, Frédéric Gatineau. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La police nationale vous demande de faire preuve d'une grande vigilance lors du passage des coureurs. Ces consignes de sécurité sont diffusées après le drame qui a coûté la vie à un enfant de 7 ans. La course continue, en musique, même si le cœur n'y est pas. Les 130 voitures de la caravane passent et les risques sont évidents car il y a foule. Les chauffeurs des sponsors sont consternés. La vigilance de ces vieux routiers a été prise en défaut. Moi, quand je vois traverser les gauches, je m'arrête. Je leur dis ne traversez pas. Je leur ai dit il y a un enfant qui vient de se faire tuer, mais bon, une fois qu'on est passé, il retraverse. Il y a 2 ans, un autre enfant, âgé de 12 ans, avait été mortellement fauché par une voiture de la caravane publicitaire. Depuis ce drame, la vitesse du convoi est plafonnée à 70 km/h. Les règles à respecter sont précises. Mais les consignes de sécurité, c'est distribué à allure modérée et si toutefois ils prennent un petit peu plus de vitesse pour se replacer dans la caravane, ils arrêtent toute distribution et ils font attention au public et il doit avoir un regard constant sur le bas-côté de la route. Mais ce n'est pas simple. La distribution de bonbons ou d'objets publicitaires déclenche parfois presque plus d'enthousiasme que le passage des coureurs. Un enthousiasme difficile à canaliser. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en déplacement à Nancy s'est exprimé tout à l'heure après avoir appris la mort de ce jeune spectateur.
Le sport est un phénomène formidablement attractif. Quand il se termine comme ça dans le drame, ça nous impose une réflexion fondamentale sur les conditions de sécurité. Il est évident que les jeunes enfants doivent être particulièrement protégés dans ce type de circonstances. C'est forcément assombrir une très grande manifestation que de constater un deuil aussi cruel. Oui, et j'ajoute qu'une minute de silence sera observée demain matin au départ de la 11e étape du Tour de France. L'Assemblée nationale poursuit aujourd'hui son examen du texte sur la sécurité présenté par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. La gauche donne l'image d'une opposition un peu gênée aux entournures. Presque tous approuvent les crédits supplémentaires et la création de 13 500 postes dans la gendarmerie et la police. Mais le débat porte sur la conduite à tenir au moment du vote, voter contre ou s'abstenir. Alexandre Carra était à l'Assemblée cet après-midi. Pour un projet de loi sensible comme celui sur la sécurité, on aurait pu s'attendre à un combat acharné entre droite et gauche, ou par défaut, à un affrontement entre deux hommes, deux ministres de l'Intérieur, aux conceptions opposées. Ceux qui espéraient la bagarre en ont été pour leurs frais. Si débat il y a eu, il avait d'abord des allures de recherche en paternité. Voilà qu'on dit sur tous les tons que je vous copie, mais, Monsieur Vaillant, ce que j'aurais du mal à comprendre, c'est qu'après avoir dit avec tant de talent que je vous copie, il va de soi que vous allez voter le texte intégralement pompé. Et pourtant, le PS votera bien contre ce texte. S'il y a bien eu affrontement ces derniers jours, c'était d'abord au sein même du groupe socialiste. Nous ne pouvons pas, quelques semaines après avoir quitté le gouvernement, être tout de suite dans l'opposition, bête et bornée, sur ces questions qui transcendent, à mon avis, en plus les clivages politiques. Autour de Julien Drey, ils étaient quelques-uns à prôner une abstention conciliante sur le projet de loi Sarkozy. Mais finalement, c'est la ligne des durs qui s'est imposée. Nous étions d'accord sur le fond. Certains ne voulaient pas que l'on puisse interpréter un vote contre le texte comme un vote contre l'augmentation des moyens. Et donc François Hollande a proposé que nous affirmions clairement le vote de l'article 2 sur l'évolution des moyens et tout aussi clairement le vote contre la philosophie générale du texte. L'occasion rêvée pour la majorité de dénoncer pêle-mêle l'angélisme et le dogmatisme du PS. Alors si le débat sur la sécurité a tourné court, les socialistes annoncent déjà que sur le projet de loi sur la justice, ils batailleront ferme. L'occasion peut-être de retrouver une unité de façade. Le pendant à ce projet de loi présenté à l'Assemblée par le ministre de l'Intérieur, c'est le texte proposé ce matin au Conseil des ministres par son homologue Dominique Perben, garde des Sceaux, et qui porte sur une profonde réforme de la justice. Face à l'engorgement des prisons, le texte prévoit de généraliser le recours au bracelet électronique. Jusque-là, 300 condamnés ont bénéficié de cette mesure expérimentale depuis octobre 2000. Dans la région de Grenoble, Jérôme Soulard et Alexandre Dequitte ont recueilli le témoignage de 2 prisonniers d'un nouveau type. Les heures défilent bien doucement chez Ludovic. Dans sa maison avec son bracelet à la cheville qu'il ne quitte jamais, cet homme de 34 ans est un prisonnier peu ordinaire. Condamné à 2 mois ferme pour conduite en état d'ivresse, il purge sa peine mais à domicile, néanmoins pour lui un véritable enfermement. C'est quand même une peine. Il y a eu une enquête sociale qui a été faite sur moi. Il y a eu pas mal de choses et bon, suite à ça, on en arrive au bracelet. On détermine que pour certaines personnes ou pour d'autres, il y a le bracelet. Ça permet d'élargir un peu l'éventail des peines. 16 heures, l'heure de la promenade pour Ludovic. 180 minutes de temps libre surveillés à chaque instant par l'ordinateur du centre de semi-liberté de Grenoble. Aucun dépassement d'horaire n'est toléré. Pour éviter les échecs, l'administration sélectionne ses détenus et assure un suivi personnalisé, comme ici chez Bernard, 4 mois ferme pour un non-paiement de pension alimentaire. Exécuter une peine, c'est prendre conscience de cette peine, de cette condamnation, et puis aussi réparer au niveau des victimes. Grâce au bracelet électronique, Bernard, lui, a pu conserver son travail. Il peut ainsi rembourser son ex-femme, mais pour lui, le bracelet électronique, ce n'est pas pour n'importe quel prisonnier. Pour des condamnations qui n'ont rien à voir avec, avec les viols, les meurtres, etc. Mais les personnes qui ont été condamnées comme j'ai été ont 100 fois plus de chances de s'en sortir que d'autres. Les autres, ce sont les personnes incarcérées. Dans quelques jours, Ludovic sera libre, sans bracelet ni contrainte judiciaire. Grâce à cette peine aménagée, il a pu se reconstruire plus rapidement. Prochain objectif, retrouver du travail.
Le suicide à la prison de Plumeur dans le Morbihan de Jean-Charles Denis. En avril dernier, l'homme avait tué un policier au commissariat de Vannes. Éleveur de chevaux, réputé pour sa violence, il avait poursuivi des jeunes jusque dans le commissariat et il y avait ouvert le feu. Myriam Thiebaud, Gabriel Camilla. Catherine, est-ce qu'il bosse Philippe Guiraud? Non, il n'y a personne qui bosse. Il travaille pas les... Personne ne travaille. Ok. Personne pour évoquer le suicide de la nuit dernière. Silence à la prison de Lorient. Le meurtrier du policier de Vannes s'est pendu et avec sa ceinture. Une ceinture dont chaque détenu dispose, comme dans toutes les prisons. À moins que l'administration pénitentiaire ne lui retire, par précaution. Et Jean-Charles Denis avait justement parlé de se suicider. Mais c'était au début de son incarcération. Le juge d'instruction avait tenu, dans sa notice individuelle transmise à l'administration pénitentiaire, à faire état, dès le début de la procédure, des intentions que l'accusé avait manifestées porter atteinte à ses jours. Cette situation était donc connue. Mais de l'avis des experts, le détenu semblait aller mieux. C'est notamment cela que le substitut du procureur est venu expliquer aux policiers de Vannes. La veuve du gardien de la paix abattu, elle, n'ose encore y croire. Il n'y aura donc pas de procès d'assises pour lequel s'était énormément investi pour la mémoire de son mari. Et pour elle, c'est un deuxième deuil qu'il va falloir faire. Et c'est très difficile à supporter. Une enquête devra déterminer les conditions du suicide du meurtrier. Un inspecteur de l'administration pénitentiaire doit se rendre dès ce soir à Lorient. Des portables un peu trop mobiles. La police a récupéré pour 1,5 million d'euros de téléphones portables qui avaient été dérobés à Rungis. L'arrestation a eu lieu dans la cité des Tarterets à Corbeil-Essonnes. La France à l'amende, la Commission européenne demande qu'une astreinte journalière de 160 000 € soit payée par la France tant qu'elle n'aura pas levé son embargo sur le bœuf britannique. Jean-Pierre Raffarin préfère attendre septembre pour se décider lorsqu'il aura entre les mains la nouvelle étude de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Alors on vient de voir les doutes nés de la crise de la vache folle ne sont toujours pas levés. Et précisément, l'Europe doit faire face à ce qui ressemble à un nouveau scandale alimentaire. Le doute concerne cette fois les porcs. On retrouverait dans leur alimentation des traces d'une hormone de croissance interdite, hormone baptisée MPA. 11 pays européens sont concernés et la France vient de déclencher une alerte sanitaire. Nicolas Châteauneuf. Des cochons nourris avec des aliments contenant une hormone contraceptive, c'est sans doute ce qui est arrivé un peu partout en Europe pendant 2 ans. Au cœur de ce nouveau scandale, Bioland, une entreprise belge qui a aujourd'hui fait faillite. Par sa faute, des milliers de tonnes d'aliments pour animaux et certaines marques de limonade belges ont été contaminées par de la MPA. Cette hormone, cancérigène, est interdite en Europe depuis 10 ans. Le principe était simple, Bioland importait illégalement des déchets pharmaceutiques d'Irlande pour les transformer sur place en sirop de glucose. Elle le revendait ensuite à des fabricants alimentaires aux Pays-Bas, en Allemagne, mais aussi dans 11 autres pays européens, dont la France. Les autorités veulent rester prudentes. On n'a pas trouvé d'hormones MPA dans des produits de charcuterie, dans du porc. Pour le moment, on n'en est pas là. On est dans une phase d'enquête, on recherche, on est vigilant. Donc il n'y a pas lieu de créer un mouvement de panique, mais on est très attentif parce que ces substances ne doivent pas se retrouver dans nos assiettes. La France, avec 160 tonnes d'aliments pour cochons contaminés, s'en sort pour l'instant plutôt bien. On parle de 8500 tonnes en Allemagne et 15 500 tonnes aux Pays-Bas. Mais si l'on attend toujours le résultat des analyses, les risques pour l'homme paraissent toutefois très faibles. Il faudrait consommer des porcs contaminés en quantité astronomique pour que cela représente un réel danger. L'épidémie de légionellose avec un mort au centre hospitalier de Sarlat, un homme âgé de 68 ans. 18 cas de cette maladie ont été détectés depuis la semaine dernière. Une étude scientifique américaine met en lumière le risque accru d'un cancer du sein et d'accidents cardiovasculaires chez les femmes ménopausées qui suivent un traitement hormonal. Les médecins français tempèrent toutefois cette étude alarmante en expliquant que ni les produits utilisés en France ni les posologies ne sont identiques. Delphine Orviller et Gilbert Usan. Ces petites pilules roses sont le traitement hormonal prescrit à plus de 13 millions de femmes américaines ménopausées. Son but, fournir les hormones femelles, œstrogènes et progestérone, que l'ovaire ne produit plus. On réduit ainsi les effets secondaires de la ménopause, comme les bouffées de chaleur ou l'ostéoporose. Pourtant, une étude américaine parue cette semaine révèle que ce traitement aurait aussi d'autres effets. Il augmenterait non seulement le risque de cancer du sein, mais aussi celui d'accidents cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. En France, 2 millions de femmes prennent un traitement hormonal similaire. Mais attention, les produits utilisés ne sont pas exactement les mêmes.
Généralement présentés sous forme de patch ou de crème, ils n'ont ni la même formule ni la même concentration. Donc pas de quoi réellement s'inquiéter, mais les spécialistes exigent aujourd'hui une évaluation approfondie de tous les effets de ces traitements. Est-ce qu'au fond, soigner juste des bouffées de chaleur et des œstrogènes avec peut-être plus de risques sur le plan vasculaire et sur le plan mammaire, est-ce que c'est véritablement la seule solution qu'on a à notre disposition? Donc on doit avoir une réflexion sur ce point. En attendant d'en savoir plus sur tous les risques et les bienfaits de ces traitements hormonaux, un suivi médical régulier reste indispensable. En Méditerranée, les Espagnols ont choisi la manière forte pour reprendre possession de l'îlot de Persil que leur disputent les Marocains. Un commando a débarqué dans la nuit et a délogé les militaires marocains qui s'y étaient installés. Aucun coup de feu n'a été tiré, mais des deux côtés du détroit de Gibraltar, le ton monte. Il faut dire qu'il y a du symbolique là-dessous. C'est ce que nous explique Jean-Marc Ilouz. Pas un seul coup de feu, mais l'Espagne a choisi la manière forte. Et depuis ce matin, le drapeau espagnol remplace celui planté la semaine dernière par les Marocains sur cet îlot oublié du détroit de Gibraltar. Ce matin, Madrid avait interrompu les discussions diplomatiques en cours pour envoyer ses commandos capturer puis expulser les 6 militaires marocains nouvellement installés sur le minuscule îlot, baptisé Persil par les Espagnols et Leila par les Marocains. Son statut juridique flou en faisait une sorte de territoire neutre jusqu'au mini-débarquement marocain de jeudi dernier. L'Espagne ne revendique pas ce territoire, mais elle refuse que le Maroc l'annexe. Stupéfaction totale à Rabat, le Maroc exige un retrait espagnol immédiat et la classe politique crie à la déclaration de guerre et au colonialisme. Le Maroc explique s'être installé sur l'îlot pour mieux lutter contre les trafics dans le détroit, mais affirme qu'à 200 mètres de ses côtes, l'îlot lui appartient depuis toujours. À la fois partenaires et rivaux commerciaux, l'Espagne et le Maroc n'ont pas non plus liquidé tous leurs contentieux coloniaux et depuis 15 mois, leurs relations se sont tendues au sujet de l'immigration clandestine. La France, l'Europe et la Ligue arabe tentent chacun à sa manière de tout faire pour éviter une escalade. En Algérie, nouveau massacre attribué aux islamistes. 6 personnes tuées hier lors d'une attaque contre un café du centre de Médéa, une centaine de kilomètres au sud d'Alger. En Tunisie, la célèbre avocate militante des droits de l'homme, Radia Nasraoui, entame aujourd'hui son 22e jour de grève de la faim. Elle entend ainsi réclamer la libération de son mari incarcéré pour appartenance à un parti politique interdit. Pour la soutenir, un groupe de militants a manifesté cet après-midi à Paris. Claude Sampère, Yves Ginca. Ils ne sont pas très nombreux mais déterminés. À 2 pas de l'office du tourisme de Tunisie à Paris, ils bloquent symboliquement une rue pour attirer l'attention sur l'absence de liberté en Tunisie. À la tête de ce petit groupe de militants, Nadia Hamami. Son père, leader du Parti communiste des ouvriers tunisiens, a été condamné en février dernier à 3 ans de prison. À Tunis, sa mère, Radia Nasraoui, en est à son 22e jour de grève de la faim. Ma mère est en train de s'affaiblir de plus en plus physiquement. Elle a perdu jusque-là environ 12 kilos, si ce n'est pas plus. C'est ce que j'ai su ces derniers temps. Mais son moral est bon et puis elle est déterminée pour continuer. À Tunis, une équipe de télévision a pu rencontrer il y a quelques jours Radia Nasraoui. L'avocate en grève de la faim compte aujourd'hui beaucoup sur le soutien international pour obtenir la libération de son mari. On est en train de lutter contre un régime dictatorial, un régime policier, un régime qui torture les gens à mort pour une opinion. Aujourd'hui, à Paris, les militants réclamaient la fin de la dictature en Tunisie. Parmi eux, une jeune femme dont le compagnon a été jeté récemment en prison. Tout simplement, il a créé il y a 1 an un site internet, simplement pour de libre expression. Et là, le 4 juin, il a été emprisonné, torturé et jugé sans même que les avocats aient pu plaider et condamné à 2 ans. Après une demi-heure de manifestation, ils sont repartis sans problème. Selon ces militants, il y aurait plus de 1000 prisonniers politiques en Tunisie. Le président tchèque Václav Havel, qui devait être ce soir l'hôte d'honneur du Festival d'Avignon, a été contraint de rentrer précipitamment à Prague pour raison de santé. Václav Havel, 65 ans, souffre d'une pneumonie. Rappelons que l'ancien dissident a passé de longues années dans les geôles communistes.
Reconstruire l'avenir, moins d'un an après la tragédie du World Trade Center, New York songe déjà à édifier des bâtiments en lieu et place des tours jumelles. 6 projets architecturaux ont été présentés aujourd'hui. Tous prévoient la création d'un vaste jardin commémoratif. Quant aux tours, elles seront moins hautes que les précédentes. Pascal Golomer, Tristan Lebras. Que faire de cet immense espace au cœur de Manhattan? Un chantier autour duquel tout le monde s'active depuis quelques semaines, les promoteurs, les autorités, les habitants du quartier, les familles de victimes bien sûr. Autant dire que la présentation des 6 projets officiels de reconstruction était très attendue. Le cahier des charges, très strict, demande aux architectes de réserver aux bureaux et aux commerces la même superficie qu'avant les attentats. Voilà peut-être pourquoi aucun projet ne tranche par son originalité. Tous prévoient bien sûr un espace plus ou moins étendu pour accueillir le futur monument du souvenir, entouré par un certain nombre d'immeubles. Mais pour la ville et l'État de New York, il ne s'agit que d'une première ébauche, un schéma général. L'architecture qui y est proposée n'est que provisoire. Le public a maintenant une occasion sans précédent pour modifier, affiner, commenter ces différents projets. Et déjà la polémique surgit. Trop de bureaux, trop de concessions faites aux intérêts financiers. Nikki Stern a perdu son mari, mort dans l'attentat. Selon elle, le lieu doit rester un sanctuaire. L'une des choses les plus importantes lorsque je regarde ces dessins, dit-elle, c'est qu'à l'emplacement précis des anciennes tours, il n'y ait aucun projet immobilier. Près d'un tiers des New-Yorkais interrogés récemment souhaiteraient quant à eux qu'on reconstruise les 2 tours à l'identique. Le débat n'est pas clos. Le projet final devrait être présenté à la fin de l'année. Les jours ne se ressemblent pas à la Bourse de Paris, plus 3,71% en clôture pour le CAC 40. Ce sont les valeurs technologiques et les télécoms, très chahutées pourtant ces derniers temps, qui sont repartis à la hausse. Plus 9,7% pour Alcatel, plus 7,9% pour Vivendi et plus 6% pour France Télécom. La décentralisation sur le terrain, Jean-Pierre Raffarin a entamé en Lorraine un tour de France des régions pour présenter son grand projet de décentralisation. Visite à Nancy où il a été notamment question du retard pris par le TGV Est. Le Premier ministre s'est ensuite rendu à Metz. Pour Jean-Pierre Raffarin, c'est donc un credo. L'État doit laisser plus de marge de manœuvre aux collectivités locales. Et de ce point de vue, la Lorraine offre un exemple édifiant. Comparaison entre 2 projets de construction de campus scientifiques. Le premier a été mené à bien en peu de temps par la région. Le second à l'État pour maître d'œuvre. Et il est au point mort depuis 3 ans. Christophe Nédart, Alexandre Rossignol. Des ateliers encombrés, des machines qu'on ne peut pas moderniser faute d'espace, c'est peu dire que les étudiants de l'École nationale d'ingénieurs de Metz se sentent à l'étroit. Pourtant, il y a 3 ans, l'État s'est engagé à construire un nouveau site pour cette prestigieuse école. Mais rien ne bouge. Nous sommes bridés par les lenteurs de l'État dans le domaine de la reconstruction et c'est depuis 3 ans que nous sommes en train d'attendre cette construction qui est encore à l'état de projet hypothétique. Le futur site de l'école, le voici, un champ en friche. Manifestement, ce projet s'est perdu dans les méandres de l'administration française. Non loin de là, le campus Brideau, qui regroupe 2000 étudiants. C'est la région, cette fois, qui s'est chargée des travaux de rénovation. Budget et délai ont été tenus. La décentralisation a ses vertus. Nous sommes en contact immédiat avec les patrons d'universités qui sont demandeurs. Nous sommes en contact direct avec les entreprises. Donc c'est pour nous un projet principal. Il est évident que vu de Paris, quelque chose qui se passe à Metz ou à Strasbourg, c'est quand même assez loin et ça entre en concurrence avec des dizaines d'autres projets. En pointe pour la régionalisation, la Lorraine ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Au-delà du pôle universitaire et scientifique, elle souhaite aussi un transfert de pouvoir en matière d'infrastructures routières. Un nouveau primat des Gaules, le titre est traditionnellement donné à l'archevêque de Lyon. Le pape vient de nommer Monseigneur Philippe Barbarin. Il succède à Monseigneur Billet, décédé en mars dernier. Philippe Barbarin était jusque-là évêque de Moulins et accessoirement coureur de marathon. Karine Comati. De ces 4 années passées à Madagascar, Philippe Barbarin a gardé plus qu'un dialecte. Qu'on se le dise à Notre-Dame de Fourvière, le nouveau primat des Gaules est un catholique atypique. Direct, ouvert et proche du peuple, l'évêque de Moulins devient archevêque de Lyon à seulement 51 ans. La joie de sa nomination n'entame pas sa détermination. Il y a comme un réveil à faire, où il faut appeler, disons, un réveil pour que la prière reprenne sa place première dans nos journées ou dans nos communautés, voire d'abord dans notre famille.
Dès septembre, l'archevêque pourra mettre ses talents de marathonien au service de la foi. Avec 190 paroisses et 1 200 000 zouailles, son nouveau diocèse sera sportif. D'ici 2005, on pourra trouver chez un même concessionnaire des véhicules de marque concurrente. La Commission européenne libéralise à tout va le commerce automobile. Le consommateur espère y trouver son compte. Les constructeurs, eux, font grise mine. Vincent Fourcade. À Neuilly, pour acheter une Peugeot, il n'y a pas vraiment le choix. C'est dans ce garage qu'il faut aller. La voiture va arriver. Sur son territoire, Denis Bernier a l'exclusivité des ventes de voitures de son groupe. Mais cela ne va pas durer. Bruxelles veut en effet permettre à tout concessionnaire de s'installer où il veut et même vendre les véhicules de plusieurs marques. Vous avez uniquement télécommandé? Sur le papier, effectivement, il se peut que demain, un confrère d'un autre pays vienne, par exemple, sur mon territoire ou ma commune, ma zone, vendre des voitures. Le sujet est de savoir dans quelles conditions vendra-t-il ces voitures. Y aura-t-il à ce moment-là autant d'écart de prix qu'aujourd'hui en Europe? Faire baisser les prix, mais surtout les harmoniser, c'est le but recherché par Bruxelles. Car en faisant du marché de l'automobile un marché unique et pleinement concurrentiel, la Commission européenne veut en finir avec les écarts de prix entre pays sur un même modèle. Exemple, avec une Peugeot 206, 7 200 € au Danemark, 7 600 en Grèce et jusqu'à 10 000 € en Angleterre, le pays le plus cher de l'Union. C'est vrai qu'il y a des pays où les voitures étaient moins chères. Ce qui va se passer, c'est que les voitures vont s'aligner partout dans toute l'Europe, mais elles ne s'aligneront pas à la baisse. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Cette réforme entrera en vigueur en 2005. Il ne reste donc plus que 3 ans pour continuer à faire de bonnes affaires en achetant son véhicule à l'étranger. Pas facile de sélectionner un sélectionneur. Depuis le départ forcé de Roger Le Maire, le poste est vacant à la tête de l'équipe de France. 4 candidats à sa succession ont été entendus aujourd'hui par le président de la Fédération française de football. Il faudra attendre vendredi pour qu'un nom sorte du chapeau. Sandrine Papin et Blaise Grenier. C'est une entrée digne des plus grandes vedettes. Sélectionnés, mais pas encore sélectionneurs, les candidats sont tous très courtisés. 9 h ce matin, René Girard, l'ancien adjoint de Roger Le Maire, est le premier à passer le grand oral. C'est vrai qu'on fait un point de tout ça, c'est vrai que c'est un poste important, il se passe quelque chose aujourd'hui. Le football n'est pas mort et l'équipe de France encore moins. Mais elle est sans entraîneur. Comme les autres prétendants, Raymond Domenech a disposé d'1h30 pour convaincre le président de la fédération. Des solutions miracles, personne n'en a. Chacun a ses idées, je crois que c'est là-dessus qu'il faut rester. J'ai une manière de faire que j'ai prouvée avec les espoirs. À sa sortie, Jacques Santini est le seul à avoir un avis aussi tranché sur sa prestation. Déterminé et serein, et surtout très confiant. Reste Philippe Troussier, l'homme qui a emmené le Japon en 8e de finale du mondial, a fait valoir son expérience internationale. Je pense que je suis habitué à la prestation qui est souhaitée, puisque je suis entraîneur national depuis maintenant plus de 5 ans, à travers 5 fédérations différentes. 19 h, fin de la journée, le président de la fédération se donne 2 jours, le temps de la réflexion pour annoncer le nom de l'heureux élu. Le Tour de France, on y revient maintenant sous l'aspect sportif, cette fois avec la victoire d'un Français cet après-midi à Pau. Patrice Algan l'a emporté, le maillot jaune reste sur les épaules de l'Espagnol González de Galdeano. Résumé de l'étape avec Julien Hérichon et Nadine Picard. Le bouquet du vainqueur, la bise de la demoiselle et un premier succès français sur le Tour. Patrice Algan a de bonnes raisons d'être heureux. C'était pas du tout prémédité aujourd'hui d'être devant. Je pensais pas vraiment faire la course aujourd'hui. Je voulais un peu récupérer avant les Pyrénées, avant la montagne. Et puis en fin de compte, c'est vrai de se retrouver devant comme ça, c'est vraiment superbe. J'ai sauté sur l'occasion une fois que j'étais dans la bonne échappée et j'ai tout donné. Bazas-Pau, 147 km, c'est une étape courte. À plus de 54 km/h de moyenne dans le début de course, c'est une étape vite faite. Et bien faite par ces 11 coureurs qui, dans le genre échappé, n'y sont pas allés sur la pointe des pieds. 11 hommes, c'est parfait pour une équipe de football. Mais au goût de certains, c'est un peu trop pour jouer la gagne. Algan attaque, Dirksens O'Grady et le Français Pinot prennent le large avec lui. A priori, au sprint, O'Grady est le meilleur. Voilà sans doute pourquoi Patrice Algan récidive. Il part seul pour devancer Pinot à l'arrivée. Demain, les Pyrénées et la grande bataille annoncée. Bref, pour Algan, c'était le moment ou jamais de gagner. Oui, car l'étape de demain est redoutable. 11e étape au programme, l'ascension de l'Aubisque et du Tourmalet. À noter qu'un éboulement a endommagé une portion de route que doivent emprunter samedi les coureurs lors de la 13e étape entre Lavelanet et Béziers. Il faudra peut-être trouver un itinéraire bis si les travaux ne sont pas terminés d'ici là.
L'été sera chaud, tout du moins sur le front des incendies. C'est ce que craignent les experts alertés par un déficit pluviométrique l'hiver dernier dans le sud de la France. Les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes se préparent à faire face à la situation. Ils étaient en manœuvre à Mandelieu. Sandrina Ramon, Virgile Lado. C'est une véritable danse aérienne qui se joue dans le ciel azuréen. Les hélicoptères bombardiers d'eau ouvrent le balai. La cible est atteinte. La précision est étonnante. Cette simulation de feu de forêt est tout sauf un jeu pour ces sapeurs-pompiers. Un test grandeur nature qui a valeur d'entraînement. Les hélicoptères bombardiers d'eau que vous avez ici, là, ils transportent environ 1200 litres, entre 1200 et 1500 litres. Et on a une trace de largage qui fait entre 30 et 40 mètres. La manœuvre se poursuit simultanément au sol. Il s'agit ici d'un exercice d'autoprotection appelé le parapluie. Un mur d'eau est dressé autour des pompiers. Quand le feu arrive sur vous et que vous vous retrouvez dans de grosses difficultés, votre dernier recours, c'est de passer en autoprotection. Donc se servir des camions du canon, de se protéger. Une vie vaut largement 5, 10, 20, 100 hectares, quoi. En attendant le troisième passage des avions, l'hélicoptère continue ses opérations de marquage. Accident ou acte de malveillance, les feux de forêt sont toujours redoutables dans les Alpes-Maritimes. La situation géographique du département n'y est pas étrangère. Ce sont les feux qui nous viennent du Var en général, et les feux qui viennent du Var sont des feux qui ont déjà pris de la vitesse et quand ils arrivent chez nous poussés par le vent, et donc nous sommes bousculés. On n'attaque plus le feu naissant mais on hérite des feux. Et facteur aggravant cette année, la sécheresse de l'hiver multiplie les risques d'incendie sur la Côte d'Azur. Le texto est en passe de reléguer la bonne vieille carte postale aux oubliettes. Le texto, si vous n'en êtes pas encore accro, c'est ce petit texte que l'on s'envoie d'un portable à l'autre. L'an dernier, il s'en est échangé 3,2 milliards sur les réseaux des 3 opérateurs français et le marché continue d'exploser. Pour les utilisateurs, c'est ludique et pour les opérateurs, c'est mirifique. Séverine Lebrun, Caroline Gauthier. Même à la plage, on ne voit que ça, des gens qui pianotent sur leur téléphone portable. Encore des accros du SMS, le mini-message, il a séduit près de 30% des utilisateurs de téléphone. C'est plus pratique pour envoyer des messages courts et c'est plus facile que d'avoir une conversation avec quelqu'un où on parle souvent de choses inutiles. Ça remplace un peu la carte postale, je dirais, et c'est très sympa. Un véritable phénomène de société. Depuis le début de cette année, près de 3 milliards de mini-messages se sont échangés. Les plus gros utilisateurs, les jeunes de 15 à 30 ans. Il existe même un langage spécifique. C'est quoi? C'est KOI. Les opérateurs se sont jetés sur le créneau et multiplient les offres. Le marché ne cesse de croître. C'est du doublement chaque année depuis 2 ans, depuis que les 3 opérateurs ont mis en place un système qui permet d'envoyer des messages écrits quel que soit l'opérateur auquel on est abonné. Un succès qui s'explique par le faible coût de l'opération. En moyenne, il faut compter 15 centimes d'euros le mini-message. Et demain, l'image devrait prendre encore plus de place. Grâce à ce petit appareil numérique, on pourra bientôt s'envoyer des photos souvenirs de portable à portable. L'école ne doit pas avoir le monopole de la lecture. Dans son plan de lutte contre l'illettrisme, le ministre de l'Éducation nationale a décidé d'allouer des crédits supplémentaires pour le développement de la lecture. Et depuis 1 an, 3 énormes malles de livres sont à la disposition des colonies de vacances et des centres aérés dans le département de l'Isère. Reportage dans l'un de ces centres, à Chasse-sur-Rhône, Nabila Tabouri, Vincent Ferreira. Malle mystérieuse, malle voyageuse, ce matin-là, c'est au tour des enfants de ce centre aéré de recevoir la visite d'un étrange personnage. C'est Hortense. Parce que Hortense, elle existe. C'est quoi? C'est, je sais pas. Hortense, c'est une marionnette rigolote et haute en couleurs. Elle a une passion, les livres, et un objectif, faire aimer la lecture à ses nouveaux petits camarades. Et c'est parti! Et ça passe forcément par le jeu. Dans cette course aux livres, les enfants doivent, grâce à des indices, trouver un maximum d'ouvrages. Plaisir et découverte, la recette semble fonctionner. Imagine quand on serait grand, on veut lire un livre et qu'on se rappelle pas qu'on sait pas lire. Bah, on peut pas lire. C'est bien de lire
Et si on ne sait pas lire, ben on peut pas lire un livre à nos petits frères ou à nos petites sœurs. Hortense et Samal circulent de centre aéré en colonie depuis un an dans le département de l'Isère. Cette initiative devrait faire des émules. D'ailleurs, Nathalie, l'animatrice, a été embauchée pour communiquer sa passion de la lecture. C'est pas une seule séance qui va suffire, mais ça permet d'enclencher quelque chose. Et la malle reste là pour un petit séjour. 3 temps sur 3 et 3. Et le pari sera gagné lorsque ces enfants se plongeront d'eux-mêmes dans un livre, mais cette fois à la maison. Les botanistes n'ont pas attendu la mode de la mondialisation pour faire venir de l'autre bout du monde des plantes rares et exotiques. Des plantes qui se sont tellement bien acclimatées qu'on en a parfois oublié leurs origines lointaines. En Auvergne, invitation à la visite d'un jardin extraordinaire qui raconte l'histoire de ces plantes. Reportage à Arlan, dans le Puy-de-Dôme, Virginie Fichet, Olivier Jacquelin. Alors nous rejoignons l'équateur. Vous sentez, c'est nettement plus chaud ici déjà. Nous allons sortir de l'Afrique et nous allons longer le pôle sud. À leurs pieds, le monde s'étale en tapis de verdure, car ici, le monde est un jardin. Un planisphère de 6 hectares où chaque fleur, chaque légume renoue avec sa terre natale. Le principe du jardin, c'est d'avoir pris des végétaux européens. Des végétaux que l'on trouve couramment donc en Europe, et on les a restitués sur leur continent d'origine. On savait bien que la patate venait des pays là-bas, d'Amérique comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des machins qu'on ne savait pas d'où ça venait. Des machins comme les dahlias, originaires en fait d'Amérique du Sud. Comme lui, les 700 espèces du jardin résistent à l'hiver auvergnat. Au fil des sentiers, l'exotisme est ailleurs. Le Jardin pour la Terre raconte le voyage des hommes, puisque la plupart des plantes sont arrivées sur nos continents par l'apport des découvreurs. Donc au Jardin pour la Terre, on aborde la botanique, mais on aborde l'histoire, on aborde la géographie. C'est un monde tout à fait illimité en fait de découvertes. Des œillets d'Inde venus d'Afrique du Sud, des tournesols descendus de la cordillère des Andes, le visiteur vogue au gré des surprises de la nature. Cette espèce d'espace de liberté, oui, j'ai passé un moment d'évasion, je me suis ressourcée. D'avril à octobre, 20 000 voyageurs font désormais escale dans ce petit bout d'Auvergne qui a trouvé sa façon bien à lui de s'ouvrir au monde. Voilà, c'est à Arlan, dans le Puy-de-Dôme. Plus rock'n'roll, ce soir s'achèvent les francopholies de La Rochelle. Des talents confirmés s'y sont produits, Noir Désir ou Henri Salvador, mais les représentants de la nouvelle scène française n'ont pas été oubliés. Parmi eux, Sanseverino, le chanteur, s'accompagne à la guitare dans la tradition de Django Reinhardt, et ça a plu à Christophe Hérault et Christophe Vignal. Dans les embouteillages, tu penses autant où tu n'auras plus d'ongles, où tu te mangeras les dents. Ah, c'est la chanson qui vous agace, coincée dans les embouteillages de retour de plage. les camions citernés, les quatrelles de pompiers, virgule. Le coupable, c'est Sanseverino. Un troublion qui zigzague entre théâtre et musique, un swinger manouche doublé d'un clown loufoque. Là, on a un vieux piercing de porc qui est là un peu rouillé. C'est même infecté sur la base. Mais voilà, faut le laisser. Et lui, il faut le laisser raconter ses histoires d'un quotidien irritant, ses faits de société détournés vers l'absurde. Il observe ses congénères et leurs petits arrangements avec la vie. Heure pour les chapeaux. Il y a Frida, la fille du Nord des chansons brèves. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi, c'est du boniment? C'est du boniment, c'est du boniment, c'est du boniment. Je me force un peu à m'intéresser aux gens. Non, mais c'est vrai que maintenant on a un peu la tête dans sa bulle entre sa carrière, ses propres galères perso. Et du coup, des fois exprès je me dis bon allez pense pas à ces trucs et regarde comment se démerdent les autres. J'étais mince comme un pied de micro, brillant et creux comme un dobro, fin comme une corde de mie, triste comme un film de Jacques Demy ou Catherine Deneuve fait un régime, elle voudrait séduire Memphis Slim. Sanseverino, c'est le chroniqueur moqueur de nos vies qui aurait piqué le banjo de Django Reinhardt. Devenir façon, devenir fou, comment? Devenir façon, devenir fou, comment? Devenir façon, devenir fou, comment? Devenir façon, devenir...
Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet, puis l'Instit avec Gérard Klein, 0h20, le dernier journal avec Jean-Claude Renaud. Dès 6h30, Télématin, Gérard Morin recevra le socialiste Henri Emmanuelli dans Les 4 vérités. À 13h, Daniel Bilalian. On se quitte avec ces images d'une défense de mammouth. Elle a été découverte sur un chantier aux États-Unis par des ouvriers dans le Colorado. La défense a été enduite d'un vernis protecteur. En attendant, on la transporte au Muséum local d'histoire naturelle. À demain, 20h.